Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des dinosaures nocturnes, des origamis d'ADN, la physique du vélo et des têtes maoris en route pour la Nouvelle-Zélande. On pensait jusque-là que les dinosaures vivaient le jour et qu'en réponse, les mammifères s'étaient adaptés à la vie nocturne, justement pour échapper à ses prédateurs. En fait, il n'en serait rien, car les dinosaures pouvaient aussi vivre la nuit. C'est ce que suggère une équipe de l'Université de Californie. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont procédé en deux étapes. D'abord, ils ont examiné les yeux de 164 espèces actuelles. Des oiseaux, des lézards qui, comme les dinosaures, ont la particularité d'avoir un os circulaire autour de l'œil. Or, d'après leur étude, la largeur de cet anneau osseux ainsi que la forme générale de l'orbite oculaire sont liées aux périodes d'activité diurne ou nocturne des espèces. Comme les yeux des animaux nocturnes doivent capter un maximum de lumière, ils ont une ouverture centrale plus grande et un anneau osseux plus étroit que ceux des animaux diurnes. À partir de là, les chercheurs ont raisonné par analogie, en estimant que ce qui est vrai sur les animaux actuels l'a sans doute été aussi dans le passé, chez les dinosaures. Ils ont donc examiné les yeux de 33 fossiles de dinosaures et y ont décelé des variations notoires, similaires à celles observées chez les animaux actuels. Ainsi, à en croire leur conclusion, les ptérosaures ne volaient que le jour. A l'inverse, les petits carnivores comme le vélociraptor ou le juravenator étaient des chasseurs nocturnes. Les grands herbivores comme le protocératops auraient quant à eux été actifs le jour et la nuit, peut-être parce qu'ils devaient manger très souvent pour subvenir à leurs besoins. Reste le cas des grands carnivores, où aucun fossile n'a été assez bien conservé pour trancher la question. Impossible donc de dire si le Tyrannosaure rex était un prédateur nocturne ou diurne. L'ADN, c'est le support de l'information génétique, on est d'accord, mais c'est aussi un incroyable matériau de construction, en tout cas si l'on cherche à bâtir de tout petits objets. La double hélice de l'ADN possède en effet des propriétés remarquables, comme celle de s'auto-assembler pour former des structures complexes. Une aubaine que les chercheurs tentent d'exploiter depuis 5-6 ans, afin de créer des pliages, des origamis d'ADN. En quelques années, les scientifiques ont réussi à maîtriser suffisamment bien l'ADN pour réaliser des motifs complexes en 2 dimensions. Mais l'accès à la 3e dimension, au volume, était plus problématique. En tout cas jusqu'à maintenant, car une équipe de l'Université d'Arizona vient de proposer une technique permettant de construire avec de l'ADN des objets tridimensionnels aussi complexes que des donuts, des flacons ou des sphères. Vous l'aurez remarqué, tous ces objets ont des courbes harmonieuses, et pour cause. Ce procédé de fabrication est le premier à permettre de créer des surfaces d'ADN incurvées. Mais ce qui paraît à première vue n'être qu'un jeu dénote en fait une maîtrise technique qui pourrait conduire à la fabrication d'objets pouvant trouver des applications dans le domaine médical, biologique ou même électronique. On croyait avoir tout compris de la mécanique du vélo, mais en fait pas du tout. C'est ce que vient de démontrer une équipe néerlandaise et américaine après avoir étudié la course solitaire des bicyclettes. Car les vélos n'ont pas forcément besoin d'un cycliste pour rouler. Si vous leur donnez une bonne impulsion et que vous les lâchez, ces engins peuvent continuer leur route un bon moment avant de tomber. Ils passent par une phase d'autostabilisation. Traditionnellement, les physiciens expliquent ce phénomène par l'action conjuguée de 2 effets. Le premier s'appelle l'effet gyroscopique. En gros, lorsqu'une roue tourne, elle résiste au changement d'orientation. Le second, l'effet de chasse, pousse la roue avant à s'orienter toujours en direction où penche le vélo. L'un dans l'autre, ces 2 effets seraient responsables de l'autostabilisation du vélo. Mais histoire de vérifier ces hypothèses, des chercheurs ont eu l'idée de créer un vélo incapable de générer l'effet gyroscopique et l'effet de chasse. Ils ont ajouté au-dessus de chaque roue un disque identique et tournant dans le sens inverse afin d'éliminer l'effet gyroscopique. Ils ont fait de même avec l'effet de chasse en changeant la position des roues par rapport au cadre. Or, contre toute attente, ce vélo, un peu bizarre, s'est montré particulièrement stable. Ainsi, un autre effet, lié à la distribution des masses, pourrait aussi expliquer la stabilité intrinsèque du vélo. La découverte de ce 3e paramètre suggère que la technologie du vélo n'a pas encore atteint tout son potentiel et que de nouveaux designs sont possibles. Le 9 mai prochain, le Muséum d'histoire naturelle de Rouen sera le premier musée français à restituer à la Nouvelle-Zélande une tête maori, dont voici une modélisation 3D. Considérées comme des objets sacrés, ces têtes sont celles de guerriers ou de chefs de tribus tatoués qui ont été décapités de leur vivant. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, elles ont été volées par des explorateurs étrangers afin d'alimenter les cabinets de curiosité.
Par la suite, certains esclaves furent à leur tour tatoués et décapités pour alimenter la demande internationale. De fil en aiguille, 500 têtes de Maoris se sont ainsi retrouvées disséminées dans le monde. Et depuis les années 80, la Nouvelle-Zélande demande la restitution de ces têtes. Car d'après les coutumes maoris, ces têtes doivent être enterrées pour permettre le repos des âmes. Plusieurs pays ont déjà accédé à cette demande et 300 têtes maoris ont été restituées. La France, elle, n'a tranché la question que l'année dernière, en votant le retour en Nouvelle-Zélande des 16 têtes maoris détenues dans les musées français. Grâce à leur tatouage, les têtes pourront être identifiées et restituées aux différentes communautés maoris pour être inhumées. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.